Imaginez 2 secondes. Si on tombait par hasard sur une véritable lampe magique aujourd'hui, je crois que le premier réflexe presque instinctif pour tout le monde, ce serait de formuler un vœu pour avoir de l'argent. Ah bah c'est clair. Une valise de billets, un compte en banque plein à craquer, la richesse immédiate quoi. Voilà, exactement. Et pourtant, selon les légendes de la finance qu'on explore dans les textes d'aujourd'hui, formuler ce vœu précis, ce serait la pire erreur possible. C'est même le meilleur moyen de tout perdre à long terme. Ouais, ça garantirait presque la ruine. Et c'est là le paradoxe vraiment fascinant au cœur des documents sur lesquels on se penche pour cette nouvelle plongée analytique. Parce qu'on a souvent tendance à associer la réussite financière à une forme de génie mathématique. Tu vois, cette idée qu'il faut pouvoir lire des algorithmes hyper complexes ou anticiper l'économie mondiale pour s'en sortir. Ouais, le cliché du trader à Wall Street avec ses 6 écrans. C'est ça. Mais la philosophie qu'on étudie aujourd'hui, la méthode Faro-Gold ou PAG, eh bien, elle prend cette idée et elle la renverse complètement. Et c'est vraiment ce qui rend notre exploration si particulière. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les personnes extrêmement intelligentes, qui connaissent la théorie économique sur le bout des doigts, elles finissent parfois totalement ruinées en bourse. Et pour répondre à ça, ces textes de la méthode PAG, ils s'appuient pas sur des graphiques super austères. Ils proposent une fusion, une approche hyper originale. Ah oui, c'est brillant. Il mélange les principes d'investissement très sérieux de Benjamin Graham et Warren Buffett avec le conte des mille et une nuits. Plus particulièrement l'histoire d'Aladin. Oui, l'objectif, c'est vraiment de montrer à ceux qui nous écoutent que la réussite sur les marchés, c'est pas un calcul mathématique pur. C'est avant tout une guerre psychologique interne. Une vraie bataille contre soi-même. Et c'est rare de voir la finance expliquée avec de la magie et des contes. Mais utiliser une métaphore comme Aladdin, c'est loin d'être juste un truc littéraire. Le cerveau humain retient très mal les concepts abstraits ou le jargon technique. Oh oui, les taux d'intérêt, l'inflation, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Voilà. Par contre, il est programmé depuis toujours pour comprendre les récits, les conflits, les symboles. Les textes utilisent ce décor évocateur. Imagine un peu des vieilles étagères d'une bibliothèque orientale qui se fondent avec des graphiques boursiers. Ça ancre des leçons fondamentales sur la nature humaine. Bon, ok. Décortillons un peu tout ça. Pour comprendre comment bâtir cette richesse, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Et la première affirmation des sources, c'est une grosse claque. La lampe magique, c'est pas l'argent. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus le prochain investissement miracle ou la dernière crypto à la mode. En fait, dans l'interprétation de la méthode de Benjamin Graham par ses textes, la lampe symbolise deux choses qui sont complètement indissociables. La connaissance financière et surtout le mental de l'investisseur. Le mental. Ouais. Il y a cette citation fondatrice de Graham dans les documents. Le problème principal de l'investisseur n'est pas le marché, mais l'investisseur lui-même. C'est fou parce que c'est totalement à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. En général, on regarde toujours vers l'extérieur. On scrute les infos, on analyse ce que font les banques, on cherche le secret là-bas, dans le bruit extérieur. Et c'est exactement ça qui cause la perte de la majorité des gens sur les marchés. La méthode PSG insiste là-dessus. La richesse vient jamais d'un secret extérieur. Elle vient de la découverte de la lampe en soi. La lampe à l'intérieur. C'est ça. La connaissance théorique des marchés, c'est juste l'objet physique, c'est la lampe posée sur la table, quoi. Elle est là, mais elle fait rien. Voilà, elle a un potentiel immense, mais elle est inerte. Ce qui la rend magique, c'est la discipline intérieure, la capacité à dompter ses émotions. Ça, c'est l'acte de frotter la lampe et d'en maîtriser la puissance. Ça me fait penser à une petite analogie, un truc assez simple. Avoir la connaissance théorique de la finance sans aucune maîtrise émotionnelle, c'est exactement comme posséder une voiture de course surpuissante. Ouais, la lampe, hein. C'est ça, la voiture, c'est la lampe. Mais on n'a aucune idée de comment freiner dans un virage. Donc le frein, c'est la discipline. Au premier obstacle, au premier virage un peu serré, c'est le crash assuré. Ah, l'image est parfaite et ça illustre très bien la distinction que les sources font entre le savoir et le pouvoir. Le savoir et le pouvoir, ouais. Le savoir, c'est l'outil, la théorie. C'est comprendre comment marche la voiture. Le pouvoir, c'est la retenue, la discipline de freiner. Les textes précisent que sans cette discipline, on ressemble au personnage de conte classique qui veut la récompense mais qui n'a pas la sagesse pour la garder. Et c'est là que ça devient périlleux. Parce que posséder la lampe de la connaissance, ça sert absolument à rien si une force extérieure arrive à pirater notre cerveau, notre psychologie fragile. Et ça nous amène directement à notre antagoniste. Exactement. Si on a la lampe et les bonnes intentions, qu'est-ce qui vient tout saboter? Alors, on connaît tous le concept classique de Mr. Market, inventé par Benjamin Graham.
l'associé un peu lunatique. L'associé imprévisible, oui. Mais ce qui est fascinant dans ces textes, c'est la manière dont il le transforme en sorcier. Oui, le sorcier représente le marché lui-même. Et sa description visuelle dans les documents est vraiment là pour illustrer nos propres biais cognitifs. Il est habillé comment déjà? Avec une robe sombre, recouverte de symboles monétaires qui clignotent n'importe comment. Et son visage, il y alterne constamment entre deux extrêmes. D'un côté, une cupidité euphorique quand les prix montent. La folie des grandeurs. Voilà. Et de l'autre, une terreur absolue, une panique quand les courbes s'effondrent. Il incarne l'irrationalité totale. C'est vraiment la manifestation physique du bruit médiatique, ce sorcier. Les sources disent qu'il utilise une boule de cristal pour projeter des illusions. Un coup, il montre des mirages, genre devenez riche en 24 heures. Ouais, le trading sans stratégie. Et le lendemain, il montre la fin du monde et hurle de tout vendre. Et visuellement, on lui donne des ficelles de marionnettiste avec des étiquettes marquées peur et cupidité. Les deux grands moteurs du marché. Mais là, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. Parce qu'en lisant ça, on pourrait se dire, est-ce que le marché est fondamentalement conçu pour être un piège diabolique? Est-ce que ce sorcier est méchant? Ou est-ce qu'il a du pouvoir uniquement parce qu'on lui donne volontairement les clés de notre cerveau? Alors, cela soulève une question importante. C'est vrai que l'image du méchant sorcier pourrait faire croire à un complot ou une malveillance du marché. C'est souvent l'excuse qu'on utilise quand on perd de l'argent. Exactement, mais l'analyse des textes de Graham apporte une nuance super importante. Le sorcier n'a aucune intention. Le marché, c'est un mécanisme aveugle qui reflète juste la psychologie collective à l'instant T. Le vrai danger, c'est pas le sorcier. C'est notre réaction, c'est ça, hein? C'est ça. Le danger, c'est la réaction neurologique et émotionnelle que ces illusions déclenchent chez nous. L'instinct de survie est littéralement retourné contre nous. Waouh! C'est-à-dire que notre cerveau nous trahit. L'évolution nous a programmés pour réagir violemment aux menaces. Quand le sorcier agite sa boule de cristal et montre un portefeuille qui perd 20% en une semaine, Ce qui arrive souvent en bourse. tout à fait, eh bien, le cerveau humain y voit pas une simple fluctuation mathématique. Il sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Ah ouais? L'alerte rouge. Pamine. On se précipite pour acheter au prix le plus haut, par peur de rater le coche. Le fameux FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Exactement. Les ficelles du sorcier sont pas magiques, ce sont nos hormones. Donc, si je résume, un crash boursier, c'est pas un monstre qui dévore notre épargne, c'est juste le sorcier qui fait une énorme crise d'angoisse. Et notre investisseur discipliné, notre Aladdin, il doit le regarder gesticuler sans rien faire. C'est tout à fait ça. C'est un exercice de dissociation psychologique. Ignorer la fausse magie du sorcier, les promesses de richesse rapide, pour garder le contrôle de soi. Bon, une fois qu'on a compris comment résister aux illusions du sorcier, comment Aladdin fait pour bâtir son trésor? S'il se contente de le regarder s'agiter, il gagne pas d'argent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, l'arme de l'investisseur. C'est ça. Quelle est son arme? C'est l'invocation du génie. Le fameux génie de la lampe. Mais dans les documents, ce génie n'a rien à voir avec la magie ou l'exaucement de vœux capricieux. Non, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Le génie représente la loi implacable des intérêts composés. Les sources sont formelles là-dessus. C'est une force mathématique, pure. Et le génie n'obéit qu'à deux paramètres, la régularité et le temps. Explique-nous un peu cette mécanique, parce que dire intérêt composé, c'est bien, mais comment ce génie crée concrètement cette richesse dont parlent les textes? Le fonctionnement est simple. Quand on place de l'argent, il génère un rendement, des intérêts. La règle absolue pour que le génie travaille, c'est de ne jamais dépenser ses intérêts. On les réinvestit. Voilà. L'année suivante, les intérêts sont calculés sur le capital de départ, plus les intérêts de l'année précédente. C'est l'argent qui fabrique de l'argent qui fabrique de l'argent. Et l'effet boule de neige, en gros. C'est ça. Et il y a un exemple chiffré obligatoire dans les sources pour bien comprendre l'ampleur du truc. L'exemple des 500 € par mois. Ah, cet exemple est fou. Vas-y. Si on investit 500 € tous les mois, à un rendement de 10% par an, 10%, c'est la moyenne historique des marchés, c'est ça, hein? à peu près, oui, et qu'on laisse le génie travailler pendant 20 ans, l'argent qu'on a réellement sorti de notre poche, c'est 120 000 €. Ok, 120 000 € d'efforts d'épargne en 20 ans. Mais le capital final, à la fin de la période, il est de plus de 380 000 €. C'est délirant. Le génie a créé plus de 260 000 € à partir de rien, juste grâce au temps et aux mathématiques. Ouais, mais attends. Et c'est là qu'il y a un vrai problème dans la réalité. C'est l'échelle de temps. 20 ans. Oui, c'est long. Pour quiconque écoute aujourd'hui, dans notre monde, tout s'obtient en un clic. Attendre 20 ans sans toucher à son argent,
sans rien faire, ça ressemble à une vraie torture psychologique. C'est vrai qu'on est habitué à la gratification immédiate. Totalement. Comment on fait pour ne pas craquer et interrompre le génie en plein milieu? C'est pour ça que Graham dit que l'investisseur est son propre pire ennemi. Et la parade, selon les textes, c'est l'automatisation. Un virement automatique fixe, on se protège de ses propres pulsions. Les textes appellent ça la patience active. J'adore cette expression. Patience active. Ça a l'air contradictoire, mais ça prend tout son sens. C'est ça, l'immobilité requiert un effort constant. C'est donner l'ordre par l'automatisation et laisser le temps faire le travail. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que se passe-t-il sur le long terme quand la patience du maître de la lampe, Aladdin, affronte l'hystérie permanente du sorcier, Mr. Market? Pour répondre à ça, l'exploration convoque l'élève le plus célèbre de Benjamin Graham, c'est-à-dire Warren Buffett. Le grand maître de l'investissement. Exactement. Et le concept central à retenir des sources, c'est que le marché boursier est une machine de transfert de richesse. Un transfert? C'est visuellement très bien décrit dans les textes d'ailleurs. Oui, il faut imaginer la scène. Le sorcier est complètement épuisé, il achète au plus haut quand il est euphorique, il revend tout en panique au plus bas. Et pendant qu'il s'agite, des pièces d'or s'échappent de ses poches. Ses poches trouées par l'impatience. Et ces pièces, elles volent directement dans le coffre d'Aladin, qui lui est resté parfaitement immobile au milieu du tumulte grâce à son système automatisé. Le plus grand hack financier, c'est donc l'immobilité. C'est l'art de savoir ne rien faire quand tout le monde panique autour de nous. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette immobilité n'est absolument pas passive. Annonce. Non, elle demande une énergie folle au quotidien. Identifier ses émotions, la peur, l'envie, et les neutraliser pour ne pas toucher au bouton vendre. C'est un effort colossal. En fait, on retient de tout ça une maxime très forte tirée des sources Udun. Ceux qui cherchent la lampe à l'extérieur restent pauvres. Ceux qui découvrent la lampe en eux deviennent investisseurs. C'est un magnifique résumé. La richesse, c'est un processus interne. L'alliance entre la discipline, le temps et la régularité. Et ça me fait penser à un truc, pour clôturer cette réflexion. Si cette loi mathématique et psychologique est si puissante pour l'argent, Oui. que se passerait-il si on appliquait ce génie des intérêts composés à, je sais pas, d'autres domaines de la vie? Ah, c'est une excellente question. Par exemple, si on investissait 1% d'efforts quotidiens dans l'apprentissage d'une langue étrangère ou dans la construction d'une relation humaine, sur 20 ans, sans jamais céder aux paniques du quotidien ou aux petites disputes. Juste avec la patience active et la régularité. Exactement. Le véritable trésor ne serait-il pas cette capacité humaine à plier le temps à sa volonté grâce à la simple discipline? On laisse cette question ouverte pour tous les esprits curieux qui nous écoutent. Une belle matière à réflexion. Merci d'avoir exploré ces textes avec nous aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle plongée analytique. À bientôt.